Je vais faire venir Benjamin en live on aura des choses à se dire parce que Benjamin est coach en prise de parole en public et vous allez le découvrir maintenant. Bonjour Benjamin. Bonjour Victor, bonjour tout le monde. Ça marche, on n'a pas de Ça décalage. marche, on a le Super. son, on a l'image. Non, c'est que ouais, j'avais envoyé un message dans le chat, mais j'avais pas vu que tu pouvais me voir en vidéo en fait, Mais en oui, je vois studio. tout le monde, je vois tout ce qui se passe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu d'abord à la prise de parole en public et à la création de contenu ensuite? Mais d'abord, comment est-ce que tu en es venu à faire de ça ton métier? Pourquoi est-ce que tu as trouvé ça important, intéressant? Dis-nous tout. Alors c'est un parcours qui est pas linéaire comme tu t'en doutes et comme j'ai Mhm. l'impression beaucoup des personnes que tu as reçues aujourd'hui. Et à la base, moi j'ai fait des études d'informatique. Donc j'ai fait un master Mhm. d'informatique, c'était en 2005. J'ai travaillé pendant 13 ans dans l'informatique en tant que développeur et après beaucoup comme chef de projet, un petit peu formateur aussi. Voilà, j'ai gravité sur plusieurs postes. Et depuis pas le début, parce que j'avais vraiment pas la maturité quand j'ai commencé à travailler, mais très rapidement, j'ai eu l'envie à un moment, je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien faire un truc par moi-même, si je pars de zéro, essayer de voir jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je pourrais faire?» Mais c'était pas forcément dans l'informatique. L'informatique, je vais pas dire que c'était une voie par défaut, mais c'était pas une passion, ça se passait bien, Mhm. mais je savais que je le ferais pas toute ma vie. Je savais pas ce que je ferais plus tard, mais je savais que ça allait bouger. Et la prise de parole, c'est un truc qui m'intriguait parce que ça me faisait terriblement peur. Mhm. J'avais beaucoup de mauvais souvenirs de l'école primaire où il fallait apprendre une récitation et réciter devant toute la classe, où tu étais jugé. C'est-à-dire que si ça se passait bien, on te donnait un bon point. Si ça se passait mal, on te disait que c'était pas bien et qu'il fallait Cauchemar la revenir le lendemain. récitation. Horrible, horrible. Je me disais: «Mais pourquoi?» alors que la parole, c'est tellement naturel chez les êtres humains. Je veux dire, souvent après le mouvement, après que les enfants apprennent à marcher, ils apprennent à parler. Ça arrive Mhm. très tôt. Je me dis: «Ça va pas être une torture». J'ai un souvenir aussi de cours de fac où on avait un cours qui s'appelait l'expression écrite et orale. Pour moi, c'était le pire cours de la journée. Et Il était même de les 16 heures à exposés. 18 heures. Ah ouais, les exposés, Les évaluations à la fac tellement. sur base d'exposés, mais quel cauchemar, on dort pas Ah là. ouais, Bref, ouais. on dort pas, ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'on te demande de le faire, mais on ne Mhm. t'apprend pas à le faire. Et Mhm. là, je voyais un décalage. J'ai eu un cours, moi, d'expression écrite et orale où on arrive dans le cours, et genre il est 16 heures, et la prof nous dit: «Bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est interrogation orale. Je vais vous donner un sujet au hasard, vous aurez 2 minutes pour le préparer et 1 minute pour en parler. Vous devez improviser, en gros». Et là, moi, je me suis décomposé. Je me suis dit: «Non, mais c'est le pire jour de ma vie». Donc je Mhm. voyais les gens qui passaient et puis je me disais: «Ouais, ils s'en sortent bien quand même, hein, mais ça va être horrible pour moi, je vais souffrir». Et je voyais que ça se rapprochait et passer les gens dans l'ordre et puis à un moment, je me suis dit: «OK, je vais prendre mon courage à 2 mains et mon sac à 2 mains». Je me lève et je dis à la prof: «Je ne peux pas, c'est trop dur, je m'en vais». Elle m'a dit: «Si vous Mhm. partez, vous aurez 0». Et je me suis dit: «OK, mais je préfère avoir 0 que de devoir m'infliger ça». Donc je suis parti, j'ai eu 0 effectivement, elle a tenu parole, elle était bien. J'ai repiqué mon année, enfin la totale. Et je me suis dit, arrivé à un moment, c'est pas possible en fait de rester comme ça. C'est pas. Si tu veux, j'avais l'envie, mais la peur était tellement forte du jugement des Mhm. autres, de se dire je vais me tromper, ou ce que je vais dire ça va être nul, ou je vais pas être intéressant, que ça bloquait tout. Et j'ai testé quelques trucs pour essayer de débloquer ça. À l'époque où je vivais à Toulouse, je suis allé dans un club tu connais peut-être les clubs Toastmasters, qui sont des clubs J'ai de pas parole. fréquenté, mais je vois ce que c'est très bien, ouais. Voilà. Et je me suis dit: «Tiens, bah, je vais tester ça» parce que dans mon boulot, en chef de projet, j'animais beaucoup de réunions, ça se passait plutôt bien, je commençais à devenir plus à l'aise et l'exercice me faisait plus peur. Mais pour progresser, je me suis dit: «Je vais tester ça». Et je suis allé dans un club à Toulouse, c'est très bien passé, j'ai été très bien accueilli, mais je sais pas, je m'y suis pas retrouvé. Il y avait ce côté un peu sérieux. Ah, je me disais: C'est pas très fun, ah, c'est dommage». Donc bon, j'ai pas poussé l'aventure. Et un été, je pars en week-end avec ma compagne à Paris et là, je vois qu'il y a un spectacle de théâtre d'improvisation qui avait lieu le dimanche après-midi, un jour avant qu'on parte et où on n'avait rien prévu. On s'est dit: «Tiens, on va aller voir ce spectacle-là». Et il se trouve que la personne qui faisait monter les gens sur scène, il avait pris des débutants pendant 1 an et c'était leur premier spectacle. Et cette personne-là, Mhm. je la connaissais un petit peu, donc je lui envoie un message, je lui dis: «Est-ce qu'il reste de la place pour ce spectacle? Ça m'intéresse». «Ouais, ouais, viens voir, viens voir». Alors c'était marrant, ça se passait dans un sous-sol d'immeuble, tu vois? C'était vraiment le petit truc, très intimiste. Il y avait une cinquantaine de personnes, c'était très, très marrant et je les voyais faire, je me disais: «Waouh, ils sont forts, ils font ça au bout d'1 an, génial». Et dernière scène, donc la personne qui organisait, dit: «Bah, pour la dernière scène, je vais faire monter quelqu'un avec les comédiens, pour jouer avec eux. Il va venir sur scène avec eux».
Et comme par hasard, bah, il m'a choisi. Et là, je me suis dit, Mhm. tu vas pas te dégonfler. Tu es un bonhomme, vas-y, ta compagne est là, voilà, te liquéfie pas sur place, vas-y. Et j'y suis allé. Et là, ça a été vraiment pour moi un déclic parce que j'ai été très couvé par les comédiens qui étaient là, très sympas avec moi. Ils m'ont vraiment fait jouer. Je veux dire, j'ai rien fait d'exceptionnel parce que c'est pas le but, mais j'ai passé un très bon moment. Et Mhm. là, ça a vrillé. Je me suis dit, en fait, ok, ça peut être agréable de Mhm. s'exprimer. Ça peut se faire dans un cadre sympa, agréable et où tu es en confiance et où tu te sens pas en danger. Et à partir de là, retour à Toulouse le lendemain, j'ai cherché cours d'impro sur Toulouse, je me suis inscrit et en fait, ça m'a amené à pratiquer donc le théâtre d'improvisation depuis, je ne sais plus quand c'était, peut-être 2015 ou 2016, je ne sais plus trop. Tu fais encore Et ça? ouais, je fais encore. Je fais L'impro, ouais. encore. Ouais, en fait, c'est génial parce que d'une part, ça me permet de me confronter au public très régulièrement et Mhm. le public ne te ment pas. Si le public s'ennuie, le public s'ennuie. Il va pas faire semblant de rigoler ou d'applaudir s'il passe pas un bon moment. Et moi, ça me permet c'est pas de me mettre en danger, mais toujours de me reconfronter à ce public-là et de me dire, OK, ben là, ça m'est arrivé il y a 2 mois, j'ai fait un spectacle où j'ai pris la vague et je me suis fait vraiment submerger par les autres comédiens. Et ça te remet un peu à ta place. C'est pas Mhm. méchant, mais ça te remet un peu à ta place et tu te dis, OK, Ça veut t'es dire quoi, encore un petit peu submergé par dedans. les autres comédiens? Et ben, en fait, c'était un format il y a plein de formats de spectacles qui existent et on a fait un format qui s'appelle le catch, où tu te Mhm. retrouves, tu crées des duos de comédiens, tu arrives avec des personnages qui sont souvent très marqués. Nous, on avait des personnages de faux magiciens. En face de nous, on avait des faux concierges. Et ça se passe comme le catch qu'on pouvait regarder à la télé quand on était petit. Les duos de comédiens s'affrontent sur des scènes. Le public Mhm. donne un thème et on s'affronte sur des scènes. Et en fait, je me suis retrouvé face à des comédiens qui étaient très très bons et très bons dans cet exercice du catch. Et je me suis fait submerger par leur jeu et Mhm. j'ai pas réussi à en placer une quasiment. Donc ça Mhm. s'est pas trop vu d'un point de vue public. Moi, je suis arrivé à la fin du spectacle, j'étais là, waouh, j'ai pris Mhm. la vague j'ai bu la tasse, vraiment. Donc ça m'a un peu, ok, la prochaine fois, en plus, on a rejoué un mois plus tard, là, c'était la semaine dernière. Je me suis mieux préparé, je me suis mis dans les meilleures conditions et ça s'est très bien passé. C'était avec les mêmes en plus, les mêmes Très, très comédiens. Donc c'était important de remettre toujours le couvercle et de continuer de se former. Avant que tu poursuives ta narration, je oui. voudrais vraiment zoomer sur un point. C'est quoi la différence entre le moment où, où la prof te demande de passer au tableau et là tu te décomposes et tu préfères avoir zéro que d'y aller, et le deuxième contexte où là tu te dégonfles pas et tu y vas. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi? Alors déjà, il s'est passé pas mal d'années, donc je pense que j'ai gagné aussi en maturité et j'ai gagné en confiance. Moi, j'avais, enfin, clairement, en termes de confiance, à l'époque de la fac, j'étais vraiment, je pense, dans ma vie, c'est pas un moment où j'étais le plus en confiance. Et ma vie pro de salarié je pense, m'a fait beaucoup mûrir, m'a confronté aussi à des situations où bah, il faut gérer une équipe, il faut animer une réunion, il faut défendre un dossier avec un client. Et donc, j'avais acquis un petit peu d'expérience. Donc, cette Mhm. expérience-là m'a fait aussi comprendre que je vais pas mourir. On va pas mourir parce Mhm. qu'on s'exprime face à un public. Donc, je pense que c'est ça qui a joué, clairement. Mhm. Ouais, voilà. Très bien. Donc, tu es venu à la prise de parole en public par le théâtre, par Exactement. l'improvisation. Comment ça s'est passé quand tu as voulu en faire un métier? Ça s'est passé en fait, ça a été un petit cumul d'opportunités. À l'époque, on vivait à Toulouse avec, voilà, ma famille et ma compagne et mon fils et on va dire toute notre famille, parents, les grands-parents, tout ça sont sur Clermont-Ferrand et ça faisait 10 ans qu'on était là-bas. On s'est posé la question de: «Tiens, si on revenait un petit peu dans la région, que les grands-parents profitent, de leur petite enfance, ça serait cool». Et le côté aussi grande ville commençait à nous épuiser un peu. Donc, on s'est dit, bah, quitte à changer, on va dire, sur la vie personnelle, donc changer de lieu de Mhm. vie, pourquoi pas en profiter pour faire un changement professionnel. Et à l'époque, je faisais déjà de la formation, mais dans un domaine plus technique, donc vraiment l'informatique et le Mhm. côté transmission de savoir et comment je peux aider les gens en fait à grandir et à développer des compétences, c'est quelque chose où je prenais vraiment beaucoup de plaisir. Et tu en as parlé beaucoup aussi aujourd'hui de cette notion de plaisir et je pense qu'elle est vraiment essentielle. Et je me suis dit comment je pourrais concilier une activité professionnelle avec un certain plaisir de l'exercer, plaisir que Mhm. j'avais plus à l'époque dans mon ancien métier. Donc c'est venu assez naturellement comme ça. Et puis après, ben, j'ai démarché, j'ai tenté. Moi, je me suis pas acheté sur de la création de contenu, notamment YouTube. J'aimais bien écrire un petit peu, mais c'était pas la création de contenu. On pourra en reparler. C'est pas naturel pour moi. Je vois, Mhm. il y a beaucoup de gens chez qui, même je pense chez toi, c'est assez naturel. Où on voit que bon après, il y a peut-être aussi le fait d'en faire beaucoup qui la Toi, rendu c'est plus plus les naturelle. Mais séminaires, les choses comme ça, le coaching. moi, j'adore Ouais. le présentiel. J'adore le Mhm. présentiel et j'adore être au contact des gens.
Je m'en suis rendu compte assez récemment, ce que j'adore travailler avec mes clients, moi, c'est comment travailler son message pour le rendre facilement compréhensible par le public à qui je m'adresse. Très souvent, tu as un décalage entre la personne qui parle et les gens à qui il s'adresse. Pas un décalage de, c'est un décalage de connaissances et de compétences. Un directeur général qui s'adresse à ses salariés, il va avoir la vision de sa société, la vision des chiffres, la vision de la croissance. Ses salariés, ils voient l'entreprise par leur lorgnette à eux. Donc, ils ont un prisme qui est complètement différent. Et il y a un Mhm. vrai travail, je trouve, à faire sur le fond de comment je peux, parce que c'est à l'orateur pour moi de m'adapter à mon audience pour les intéresser, pour faire en Mhm. sorte que ce que je raconte, ils aient envie d'en savoir plus et ils se disent: «Ah oui, on a bien fait de venir parce que ce qu'il nous a transmis là, peut-être qu'on s'attendait à ce que ce soit, chiant et pénible et il a su le tourner de manière à ce que ça nous captive et qu'on reparte avec quelque chose». Ça, Mhm. c'est, ouais, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas, Non, non, bien c'est sûr. vraiment, je trouve, Mais le justement, fond, je trouve que c'est très riche. Il y a beaucoup de choses à travailler. justement, tes grands outils, les choses pour toi, c'est fondamental d'avoir ça dans une formation. C'est quoi les choses les plus importantes pour toi quand tu formes les gens à la prise de parole en public? C'est de, alors en gros sur de la prise de parole, pour moi, il y a 2 éléments, c'est le fond et la forme. Le fond, Mhm. c'est comment je structure mon message, mes idées, comment, voilà, comment je les articule, comment je démarre, comment je termine, quel est mon objectif et la forme, c'est comment je délivre, c'est, comment je me positionne, comment je travaille ma voix pour que tout le monde m'entende, que je bégaye pas. Donc c'est, voilà, le message et comment je délivre le message. Pour moi, s'il y a qu'un travail sur la forme, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, te répondre, je dirais que vraiment pour moi, le point très important, c'est le fond. Comment je travaille mon fond pour arriver à structurer mon message? Et ça, on peut rarement, de ma vision, y couper. Sauf si, mais ça peut arriver, tu as une personne qui te dit: «Moi, je sais très bien structurer, par contre, je me tétanise quand je suis face à des gens». Là, c'est vraiment spécifique, mais en général, tu vois, sur une journée ou 2 journées de formation, j'aime bien avoir un fil rouge et la journée va démarrer par: choisissez un sujet dont vous avez envie de parler, quel que soit le Mhm. sujet et ça va être un petit peu l'axe de travail tout au long de la journée ou des journées. Ça, C'est c'est, marrant que tu mettes la structure dans le fond. Tu sais, moi, ah oui? je mets vraiment la structure dans la forme. C'est parce que je viens Ah! vraiment beaucoup plus de l'écrit. Et moi, il y a la première étape, c'est effectivement toutes les questions qu'on se pose pour pouvoir faire émerger les idées. Donc par exemple, voilà, le problème, qu'est-ce qui me fait dire qu'il est important, qu'est-ce qui me fait dire qu'il fait mal, qu'est-ce qui me fait dire qu'il se répète depuis longtemps, quelle est l'ampleur du problème, donc des questions qui permettent d'avoir de la matière. Et après, il y a le style. Donc le style, c'est effectivement comment est-ce que entre deux formulations, on va choisir une formulation qui va être voilà, peut-être plus puissante ou alors plus simple. Enfin, on va jouer là-dessus. Et le style, je suis déjà dans la forme. Et la manière dont on organise le discours, donc par quoi je commence, par quoi je termine, je mets aussi ça dans la forme. Mais toi, j'ai D'accord. l'impression que là, tu fais vraiment la distinction entre le discours et puis tout ce qui est en rhétorique, ce qu'on appelle l'actio, quoi, la manière dont on présente, dont on parle. Et ça, c'est effectivement un domaine sur lequel je travaille moins. Et donc toi, dans tes formations, il y a quand même beaucoup le côté comment est-ce que je me présente, comment est-ce que je parle et ce genre de choses. Oui, il y a les 2. Il y a les 2. J'essaie Mhm. d'aborder les 2 complètement. Après, tu as des personnes, souvent quand je travaille avec des personnes qui sont des dirigeants ou qui ont leur, société des fois depuis 15, 20 ans, ils sont très, très à l'aise pour s'exprimer parce qu'ils le font depuis longtemps. Mais, c'est marrant parce qu'ils arrivent souvent avec la même problématique, c'est, «Moi, je suis passionné par mon activité, par ma boîte, ça fait 20 ans que je l'ai, je peux en parler pendant 3 heures». Sauf que les Mhm. personnes à qui j'en parle, ils ont pas 3 heures devant eux pour m'écouter Ah ah. et il faut que j'arrive à leur faire comprendre en 5 minutes ce que je fais et comment je le fais. C'est souvent une problématique, moi, qui revient. C'est pour ça que quand je parle de structure, c'est vraiment la structuration des idées dans le sens, qu'est-ce que je vais utiliser pour, organiser correctement mes idées et mon discours afin qu'il soit fluide, autant pour moi que pour les gens qui l'écoutent. Mhm. Tu as des plans que tu donnes aux gens de façon récurrente? C'est quoi Oui. les plans que tu utilises le plus souvent? Alors il y a un plan qui marche très bien on va dire en entreprise, c'est le plan, analyse, cause, conséquence, solution. Mhm. C'est-à-dire, je suis face à un problème, j'en fais l'analyse, le constat, voilà où on en est aujourd'hui, je vais te dire n'importe quoi, le chiffre d'affaires a baissé de 14,8% cette année, voilà, on pose un petit peu le contexte. Ensuite, on va voir les causes. Qu'est-ce qui cause cette chute du chiffre d'affaires?
nos concurrents ont sorti un nouveau service, un nouveau logiciel qui est beaucoup plus performant que le nôtre. Et voilà, je vais le faire très court. La conséquence, c'est que nos clients historiques vont chez ce nouveau concurrent parce qu'ils ont des prix plus attractifs et un service qui est plus, qui est plus sexy. La solution, qu'est-ce qu'on va proposer pour contrer ça et redresser peut-être notre chiffre d'affaires? On va nous aussi faire une mise à jour du logiciel, on va embaucher, on va ouvrir un service de R&D pour développer des nouvelles innovations. Ça, c'est un plan qui revient très souvent parce qu'il est assez adapté aux problématiques de l'entreprise. C'est j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire face à ce problème? Comment je peux le traiter? Ça revient très souvent. Effectivement, j'essaie toujours, moi, quand je travaille avec des gens qui sont habitués à ça, de les emmener au-delà de ce plan parce que ils ont quand même beaucoup l'habitude d'être focalisés là-dessus. Il y a un plan, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, que je trouve assez chouette. C'est un plan où je les mets en position d'intellectuel. Donc, à savoir, depuis quelque temps, je vois apparaître ce phénomène étrange. Donc, vraiment un travail où ils essaient de se mettre à la pointe du domaine qu'ils ont sous les yeux et de commencer à observer des phénomènes émergents. Donc, depuis quelque temps, je vois apparaître ce phénomène étrange. Comment est-ce que je peux le qualifier? Et donc là, je leur fais faire un travail de création de concept. Donc, ça peut être un mot valise, tu sais, des trucs comme infobésité, ça peut être un sigle. Donc, vraiment, ce travail où là, on rentre dans le style. Une fois qu'on a un phénomène, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir lui donner une étiquette qui fasse que maintenant, c'est quelque chose dont on peut parler, c'est quelque chose qu'on peut appréhender. Et ensuite, je les emmène vers comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce phénomène. Est-ce que c'est quelque chose dont on a envie d'encourager l'évolution ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de tuer dans l'œuf parce qu'au contraire, on trouve que c'est très grave. Et après, on termine par un appel à l'action classique du type donc, je vous demande dès maintenant de commencer à faire ça. Ouais. Et c'est intéressant, comme approche. Ouais. Tu as d'autres Alors, plans que tu as explorés pour essayer de casser le problème cause-conséquence appel à l'action? Alors, après, ça dépend moi, une problématique qui revient souvent, c'est justement d'arriver à présenter son activité. Je travaille pas mal avec des jeunes entreprises qui arrivent avec, alors, je vais pas dire start-up parce que start-up, c'est souvent galvaudé, mais on va dire des jeunes entreprises qui ont un nouveau service et qui ont besoin de le faire connaître et de le faire comprendre. Et parfois, c'est des choses, tu sais, tu pars sur des sujets super techniques, ils ont des trucs innovants, mais c'est très geek. Et eux, ils sont dans leur monde geek et les gens à qui ils en parlent, au bout de 3 secondes, il y a un mot sur deux qu'ils n'ont pas compris et du coup, ils décrochent. Donc derrière, c'est de se dire comment moi je peux peut-être vulgariser un peu mon sujet pour faire en sorte que les gens ah oui, ok, ça fonctionne comme ça. Et je trouve qu'il y a un outil qui est super puissant, c'est la comparaison. C'est comparer à quelque chose que les gens connaissent bien et faire l'analogie entre, OK, voici ce que vous connaissez, voici ce que je développe, et ben c'est un petit peu la même chose. Ça fonctionne un peu de la même manière. Ça, c'est, par exemple, j'adore, moi, un mec qui me fait halluciner, de par sa longévité de créateur de contenu, c'est Jeannie Gourmaud, tu sais, de C'est pas sorcier, qui a une capacité, je trouve, à expliquer des choses compliquées. Bien sûr, il va pas aller très profond dans l'expertise, mais c'est pas le but. Mais il peut t'expliquer n'importe quoi. Et j'aime bien regarder ce qu'il fait parce que je trouve qu'il a cette capacité aussi à allier l'auditif quand il parle et le visuel. Il a toujours ces petits schémas, ces petites maquettes. Et je trouve de bosser aussi sur différents canaux de perception, c'est quelque chose de très intéressant quand on a besoin. Donc, Comparaison, très utiliser, bien. voilà, des comparaisons. La manière dont je le ferais, moi, ce serait en m'inspirant aussi de l'état de l'art. Donc, la comparaison, c'est très bien, mais le côté, l'état de l'art, c'est vous connaissez ça, mais ils ont laissé cet aspect encore dans le noir. Ils ont pas encore été capables de Ok. régler ça. Donc, inviter les gens qui vont financer à dire, mais regardez, c'est là-dessus qu'il y a encore un problème. Donc, j'aime beaucoup le principe de l'état de l'art. Donc, la manière dont les débuts d'articles scientifiques sont rédigés. Ah oui, C'est toujours exact. comme ça. Il y a ça qui a été écrit, il y a ça qui a été écrit, mais tous les gens avant moi ont laissé dans l'ombre cet aspect-là. Et après, tu peux arriver et toi faire la lumière sur cet aspect Absolument. qui est resté dans Ouais. l'ombre. Ouais, complètement. Il y a des structures aussi qui marchent bien, c'est quand tu fais une structure un peu chronologique, justement, mais c'est un peu un mix de tout ça, c'est de parler dans le passé, voilà comment on faisait, Ouais. dans le présent, voici comment ça se passe, et dans le futur, ça peut ressembler à ça. Parce Excellent ça. que pour le public, je trouve que c'est facile à suivre parce que c'est très linéaire. On vit toute la journée dans passé, présent, futur. C'est quelque chose C'est une qu'on vit au super idée. quotidien. Non, Ça c'est marche une bien en super général. idée parce qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses et quand
Et effectivement, c'est quelque chose qui est très facile à suivre. Et souvent, c'est les plans les plus simples comme ça qui peuvent être, qui peuvent être puissants. Ah, chouette, c'est une bonne idée. Et très vite, on se rend compte qu'en fait, comme tu l'as dit, ça s'applique quasiment à tout. Mais presque tous les plans, on peut les appliquer à tout, en fait. Si on fait l'effort un peu de creuser les idées, ça rentre à chaque fois, quasiment. Ouais. Mhm. Ouais. Et niveau création de contenu, alors, où tu en es? Comment ça se passe? Alors moi, comme je te disais, c'est quelque chose qui est pas naturel. Tu vois, je vais pas, je me faisais la remarque l'autre jour parce que je suis pas mal en déplacement pour les formations et j'ai pas le réflexe des fois de sortir mon téléphone ou de faire une photo, une petite vidéo. C'est vraiment un réflexe que j'ai pas, alors que je me considère encore comme assez jeune, mais voilà, c'est pas un réflexe que j'ai. Donc la création de contenu, ça me demande un certain effort. Ça me demande un certain effort que j'avais initié un peu pendant le confinement avec les vidéos sur YouTube. Mhm. Mais, et j'écoutais tout à l'heure Marie-Cécile, il y avait ce côté, bah, faut faire du montage, qui moi, me prenait beaucoup d'énergie et justement faisait chuter ce fameux plaisir qui est quand même Mhm. on va dire un carburant assez important. Et là, je me suis beaucoup inspiré en fait de ce que tu fais sur ta troisième chaîne que j'ai trouvé, et je me suis dit: «Mais c'est tellement évident de le faire beaucoup plus spontanément avec Mhm. sans se prendre la tête sur 3 tonnes de montage. Tiens, j'ai vu un article qui m'intéresse. Tiens, je vois une vidéo qui me fait réagir. Comment je peux donner, peut-être mon avis dessus? Comment je peux compléter ce que je vois? Comment je peux, voilà, donner des conseils par-dessus?» Et j'ai trouvé ce format-là beaucoup plus ludique et plus plus naturel. Moi qui aime l'improvisation, en tout cas sur la partie théâtrale, je me suis dit: «OK, c'est plus vers ça qu'il faudrait que je tende parce que ça devient plus simple de faire une vidéo». Et il y a aussi Et oui. l'aspect un peu contrainte, organisationnelle. Quand je fais une formation, bah, ça va être une demi-journée, une journée, donc c'est un Mhm. peu compliqué parfois de se bloquer vraiment beaucoup de temps et ce format-là donne beaucoup plus de liberté, je trouve, en termes Mhm. d'organisation. Absolument, mais c'est là qu'il y a vraiment des personnalités différentes parce que, par exemple, ce format, j'aurais pas pu le faire au début parce que, au début, j'arrivais pas du tout, du tout, du tout à faire des choses en impro. Donc j'avais besoin de tout De scripter scripter? et ah ouais, Ouais. tu m'aurais demandé de faire un truc en semi-impro à partir d'une, j'y arrive pas quoi. C'est vraiment un truc que et effectivement, je pense que ce format, il doit être tout à fait pertinent pour toi parce que si l'impro, c'est ton truc, bah, tu peux partir effectivement d'un truc assez minime et d'avoir des choses à dire et donc ce format chez moi, il arrive vraiment au bout d'un moment où j'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos avant parce que maintenant, je suis capable de parler de façon impromptue, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout naturel chez moi. Ouais. Mais je pense que c'est comme tout le fait de parler de manière impromptue, d'improviser, ça se travaille aussi. Enfin, Mm. pour moi, c'est vraiment une compétence. Nous, on répète, on a cours toutes les semaines. Entre nous, avec des professionnels, on a des spectacles régulièrement. Pour moi, c'est vraiment une compétence. Et clairement, toi, tu as dû la développer de manière naturelle à force de faire des centaines de vidéos. C'est probablement le cas, bien sûr. Comment on développe la capacité à improviser? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a, en fait, en impro, enfin selon moi, mais je pense que c'est assez partagé, il y a 3 grands principes que l'on travaille, j'essaie de faire un 3 devant la On caméra. voit les trois. 3 grands principes qu'on travaille et le premier qui est vraiment le plus important et qui est le point d'entrée, en fait, c'est l'écoute. L'écoute, la capacité à écouter ce qui se passe et quand je parle d'écoute, c'est pas que l'écoute, tu vois? J'anticipe. C'est pas que l'écoute auditive, c'est pas que écouter ce que disent les gens, c'est aussi regarder ce qu'ils font. Ah tiens, et là, il a l'air d'être en train de nettoyer un verre, dans un bar. Ah tiens, là, on dirait qu'il passe un balai. Là, tiens, on dirait qu'il est assis dans une voiture. C'est, à quel point je suis concentré sur ce qui se passe dans mon environnement et que je suis capable de me nourrir de ce que je vois et de ce que j'entends. Parce que quand on fait un spectacle, notamment en improvisation, on est rarement seul sur scène et on s'appuie beaucoup sur les autres. C'est le fait qu'on s'appuie sur les autres qui nous aide. Donc, je vais me nourrir d'un mot qu'il a dit. Tiens, peut-être un geste Mhm. qu'il a fait, ça m'évoque, alors peut-être que dans la tête de celui qui le fait, il n'est pas du tout en train de laver un verre, mais en train d'accrocher un ver de terre à un hameçon. Mais peu importe, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, l'écoute, c'est ma capacité à me nourrir de ce qui m'entoure et à rebondir dessus. Mhm. Une fois que tu as écouté, c'est bien, mais ça suffit pas. Très souvent, peut-être que tu l'as constaté aussi dans des discussions quand tu es avec des gens notamment que tu connais pas, très souvent les gens ne t'écoutent que dans l'optique de parler derrière toi et de Mhm. venir rajouter leur truc ou dire: «Ah ben moi j'ai fait mieux, ah ben moi, j'ai une plus grosse voiture», ou très souvent, moi je le capte beaucoup plus maintenant, les gens ne t'écoutent que dans l'optique de pouvoir parler Bien derrière sûr. Mhm. et une fois que tu as bien écouté, en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est accepter ce qui a été dit. Et je pense que c'est une compétence qui peut être très intéressante dans un débat notamment.
dans un débat, si on veut nourrir un débat d'idées, la première chose, c'est de se dire, bah, peut-être ce que la personne qui est en face de moi dit, c'est pas complètement idiot. Donc, je vais accepter ce qu'il dit. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais par Mhm. contre, je vais quand même en tenir compte et je vais accepter ce qu'il a dit. Donc, le côté, j'écoute les choses, je les accepte, et seulement une fois que j'ai fait ces 2 étapes, là, je suis en mesure de proposer quelque chose de pertinent et qui soit pas juste dans je vais créer du conflit. Parce que quand tu crées du Mhm. conflit, tu n'avances pas. Sur scène, si on crée un conflit très rapidement, une histoire n'avance pas parce qu'on se retrouve avec des personnages qui vont s'engueuler, qui vont se battre, et, et ça ne permet pas d'avancer et de construire. Et je pense que ça, c'est vrai au théâtre, mais c'est vrai aussi dans la vie. La capacité d'écoute, d'acceptation et d'être derrière force avoir une vraie proposition à faire. Mhm. Je ne sais pas si Super ça te parle. intéressant. Absolument, super intéressant. Et tu sais, enfin, ça m'arrive souvent de faire des interviews maintenant, et c'est la base. Ouais, Tu dois toujours ravaler l'envie de rajouter quelque chose à ce que l'autre a dit, de c'est le vrai. ramener à ta propre expérience. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que tu connectes ça à la capacité d'improviser? Pourquoi est-ce que le fait d'être capable de faire ça, tu as l'impression que ça te donne après plus de confiance pour prendre la parole, parce que tu as l'impression d'être plus dans le moment, d'être plus pertinent? Oui, Pourquoi plus dans le ouais. moment. Ouais, et en fait, je vais me nourrir de ce que je vois. Alors, je vais te donner un exemple très concret, mais qui est relié au théâtre. En général, quand une scène démarre, donc on ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait pas quel personnage on va être, on va nous donner un mot, on va nous donner un lieu. Parfois, c'est une relation entre des personnages, mais on a guère plus pour démarrer. Et très souvent, tu vas avoir une, voire 2 personnes qui vont démarrer sur scène. Si tu en as qu'une seule, cette personne-là va pas forcément parler. Peut-être qu'elle va faire semblant, je sais pas moi, de ranger la vaisselle. Donc moi, en dehors de la scène, je vais regarder ce qui se passe. Donc je vais écouter s'il parle et regarder. Et je vais dire, tiens, j'ai l'impression qu'il est en train de ranger la vaisselle. Ah, bah peut-être qu'il est dans un appartement, dans une maison. Donc moi, je vais me nourrir de ça. Et plutôt que d'essayer d'aller inventer un truc alambiqué, je vais juste arriver et peut-être arriver en faisant semblant de porter un plat et je vais lui dire, tiens, bah, j'ai fini de débarrasser, c'est le dernier plat. Et donc là, je donne du contexte. Le public va se dire, OK, bah, peut-être qu'ils étaient à un repas, ils sont en train de ranger. Et je vais peut-être en rajouter en disant, tiens, chérie, j'ai fini de débarrasser, voici le dernier plat. Donc ils vont se dire, ah OK, donc c'est sa femme ou Mhm. son mari. Donc ça va me nourrir. Je ne vais pas avoir besoin d'aller chercher des choses très compliquées pour rendre la scène crédible. Je sais Super pas si... intéressant ça. Non mais Ouais, vraiment parce que faudra qu'on creuse parce que d'un mm, côté tu dois apporter des éléments nouveaux. D'un autre côté, tu dois pas créer une rupture, tu dois pas brusquer le partenaire pour l'emmener dans un endroit où il n'a pas envie d'aller. Donc c'est une espèce de ouais, c'est super intéressant comme dynamique. et je vais te donner un exemple très, très concret de quand on débute en impro, justement, on a cette espèce de protection qui est ce qu'on appelle du refus. Et le deuxième comédien a tendance à refuser ce que propose le premier parce que justement, il vient avec son idée et il veut pas Mhm. lâcher son idée. C'est mon idée, j'ai envie de la poser Parce sur que la ça fait table. peur d'être en impro justement. Et ben oui. Et puis on se dit, ah mais j'avais prévu un truc et voilà, moi il m'a cassé mon truc, je peux pas le faire. Et ça me rappelle une scène avec justement des comédiens débutants où il y avait une personne qui faisait semblant d'être dans un magasin de vêtements en train de s'habiller, tu vois, genre elle met un pantalon. Et le deuxième comédien rentre et lui dit, ah, elle est belle la mini-jupe que tu es en train de mettre. Et la première personne se retourne et lui dit, bah non, tu vois bien que c'est un pantalon. Tu avais ce côté où, non, je ne lâcherai pas mon idée de je mettais un pantalon. La deuxième arrive en disant, c'est une mini-jupe. Et là, d'un point de vue Mhm. public, le public se dit, mais c'est une mini-jupe ou un pantalon? Comment elle peut se tromper? C'est pas possible. Pour le Ça c'est public, ça ne vraiment paraît savonner pas la forcément planche quoi. possible. Ouais, Ouais, mais c'est vraiment pas intentionnel. C'est ça le pire. ouais. C'est que vraiment, quand on démarre, on a ce réflexe de protection de j'ai mon idée et je ne la lâcherai pas. C'est Et ça. c'est Mais pour ça que l'écoute parce qu'on est a importante. peur parce qu'on a peur après, le coup d'après, de rien avoir à dire, et, alors qu'il faut plus se laisser porter. Ouais. Complètement. Et c'est plus d'être un peu dans le côté instant présent. Mais ça fait Ah, peur aussi, super. surtout quand tu es entrepreneur, où tu as le côté je planifie un peu mon mois, je planifie mes trucs. Bah, des fois, tu lâches prise et tu es obligé de suivre ce qui se passe. C'est assez, ouais, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Très cool. Super intéressant. Je vois que ça fait plus de 25 minutes qu'on échange, et c'est un format où on doit quand même Et ben, bien sûr, accorder pour le laisser même la temps à place tout à le tout monde. le monde. Je suis super content Évidemment. de parler avec toi, Benjamin, parce que Ben, c'est moi vrai aussi, qu'on je avait suis échangé ravi. quelques mails, et c'est cool de se Exact. voir presque en vrai. Carrément. C'est top. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. C'était très agréable d'échanger. Et puis, bonne fin d'après-midi. Tu m'envoies un mail, d'ailleurs tout le monde, hein, tu m'envoies un mail avec Ouais. les Ouais. infos que tu as envie que je mette sous la vidéo pour que les gens puissent te retrouver. Et bah, grosse bise. Et bah, Merci. Bonne parle-nous de fin ça. d'après-midi.
Parle-nous de ça sur ta chaîne. Oui, Vraiment, oui, les trucs sur comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'impro et le lien avec le théâtre. Enfin, c'est absolument passionnant. c'est vrai, Ouais. c'est vrai, je l'ai pas fait, exact. On a toujours besoin d'un regard extérieur. Salut Benjamin, très content de Merci à t'avoir vu. toi, à bientôt, salut.